Bonsoir à tous, nous nous retrouvons ce soir pour parler d'actualités riches, Assemblée nationale, Azerbaïdjan, Tadjikistan, Kirghizistan, Iran. Nous allons voyager ce soir les amis, je vous le promets. Et au sein de notre voyage, nous convions deux cadres du Parti de la France. Tout d'abord Yanis Morio, Yanis avec un I, je tiens à vous rassurer, nous n'avons pas de mercenaires dans nos cadres. Bonsoir Yanis. Bien, bonsoir. Oui, tu fais bien de préciser avec un i, c'est la version grecque et non la version nord-africaine, qui n'a pas grand-chose à voir d'ailleurs. Et bien, merci de cette invitation. Il y a une riche actualité à commenter. Nous verrons bien tout ce que cela donnera. Merci à vous, mon ami Yanis, d'être présent ce soir. Vous êtes un nouveau membre du bureau politique du Parti de la France, tout comme, bien que beaucoup moins nouveau, bien entendu, Alexandre Simoneau, qui en plus d'être membre du bureau politique du Parti de la France, est conseiller municipal de Taverny. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci à vous d'être présent. N'oubliez pas de couper le micro, règle numéro 1. Je vous rappelle bien sûr que nous sommes sous le coup de la loi, que nous respectons, car nous sommes passionnés par le fait de ne pas aller en prison principalement. Je rappelle les règles, allumer son microphone lorsque l'on souhaite s'exprimer, le couper lorsque l'on a terminé. L'émission se compose en deux parties, la première où je pose quelques questions à mes invités, la deuxième où ce sont directement vous, chers auditeurs, qui pourrez poser vos questions. Chers invités, vous pouvez rebondir bien sûr sur les réponses de l'un et de l'autre. Chers invités, soyez loquaces. Il y a deux jours, nous fêtions, avec des guillemets, les 30 ans du référendum du traité de Maastricht, un traité qui met la citoyenneté française au second plan au profit d'une identité européenne. Quel bilan pouvons-nous tirer de ces 30 ans, Alexandre Simoneau? Je me souviens très très bien que le président Mitterrand, qui était capable d'user de n'importe quel argument, avait fait valoir son cancer de la prostate, dont il était informé depuis son élection à l'Élysée, mais qui, en faisant produire des faux certificats médicaux, nous faisait croire pendant des années qu'il n'était pas malade. Excusez-moi Alexandre, je vous interromps, excusez-moi, pour vous dire que on me signale que votre son n'est pas au top, pas comme tout à l'heure. Ah. Est-ce que vous pouvez peut-être, je sais pas, en devant le haut-parleur, est-ce que c'est mieux? Je vous laisse reprendre votre phrase. Oui, non, je disais que le président Mitterrand, qui était capable de faire feu de tout bois, avait révélé à l'occasion de ce référendum son cancer de la prostate. Et c'est comme ça que le peuple français, par pitié pour la maladie de son monarque, qui n'en était pas un, a validé de justesse cet abominable traité qui dépossédait les Français de toute leur souveraineté, ce qui fait maintenant que l'immense majorité des lois sont décidées à Bruxelles, à Strasbourg et non plus à l'Assemblée nationale. Merci. N'oubliez pas de bien couper. Un scandale en disant que sur un plateau de télévision, les chiens aboient, l'ambulance passe, bref, tous les invités étaient partis, mais il était le seul à avoir dit oui, le président Mitterrand révèle son cancer de la prostate parce qu'il veut faire passer Maastricht. Et que de toute façon, on l'a vu au moment du référendum sur la Constitution européenne en 2005, que le peuple français avait refusé. Même quand le peuple français souverain refuse par référendum une loi ou un traité, le président Sarkozy l'avait fait passer par une autre voie légale. Par conséquent, les élections servent-elles encore à quelque chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Voilà le souvenir que j'en ai de Maastricht. Merci Alexandre de votre témoignage. N'oubliez pas de bien couper votre micro. Yanis Morio, vous n'avez pas vécu le traité de Maastricht, mais que pouvez-vous nous en dire? Alors effectivement, je suis né l'année d'après, même si j'ai l'air d'avoir bien 20 ans de plus, parfois on me dit. Mais oui, alors cette histoire, effectivement, comme l'a rappelé Alexandre, Mitterrand, qui était le Machiavel des temps modernes, qui avait attendu des années pour révéler cette maladie, avait justement eu un débat, c'était même assez rare que le président de la République, qui normalement est au-dessus, enfin censé être au-dessus de la mêlée, était descendu dans l'arène et il avait eu un débat avec Séguin, qui était avec Villiers et Pasqua, des têtes de pont du souverainisme à l'époque, et Séguin qui était plutôt une bonne patte, qui était pas
incisif, il était pas un chien aboyeur, quoi. N'avait pas osé trop l'attaquer pendant le débat, il l'avait plutôt ménagé, il avait eu pitié de sa maladie. D'ailleurs, c'est vrai qu'à ce moment-là, on commençait vraiment à voir, il pouvait plus le cacher. Donc là, c'est vraiment la manipulation mentale, typiquement. Et donc, ce traité, il nous a été, voilà, imposé de cette manière-là. Ensuite, c'était une succession de traités. La Constitution européenne dont on n'a pas voulu, qui avait été élaborée par Giscard, bon, c'est bien un truc d'ancien président, qui se rêvait à ce moment-là, vraiment la folie des grandeurs. Il se rêvait en président des États-Unis d'Europe. D'ailleurs, comme il disait qu'il était auvergnat, il était un peu ce que Lafayette avait été pour les États-Unis, il le serait pour l'Europe. Enfin, vraiment, c'était un peu. Il avait voulu rédiger cette constitution. Les Français n'en ont pas voulu. Alors il a bougonné tel qu'on le connaît. Et finalement, elle nous est revenue par le traité de Lisbonne avec Sarkozy, qui est vraiment l'un des pires forfaitures. Enfin, je comprends même pas encore aujourd'hui qu'il y ait des gens dans notre camp, alors notre camp au sens très large, hein, qui le considèrent comme étant de droite forte. Vraiment, il a fait la campagne de Buisson, mais comme le dit souvent Zemmour, il nous a promis le Karcher, on a eu Kouchner. Et voilà, ça a été un escalier descendant. Maastricht, la Constitution, Lisbonne, et puis désormais, on a même carrément eu un coup d'État institutionnel avec Van der Leyen, qui normalement est censé, même selon les textes eux-mêmes des traités européens, elle n'est pas censée se comporter comme chef d'État. Et pourtant, c'est ce qu'elle a fait. Là, plus on regarde ces derniers mois, plus elle prend des prérogatives qui ne lui sont même pas permises par les traités dont elle est censée être garante. Enfin, on assiste vraiment, ils ont profité au moment du Covid, là, avec la guerre d'Ukraine. On a vraiment l'impression qu'elle est la première ministre le premier ministre, hein, pour féminiser les noms comme aimerait tellement Madame Rousseau. Et c'est vraiment, on a un gouvernement d'Europe, ça y est, on ne peut plus dire que c'est une vague Union européenne lointaine. Elle traite d'égal à égal avec les chefs d'État. Ça n'est plus un machin, comme disait l'autre. Ils ont vraiment pris le pouvoir. Tant quand on voit ce qu'ils dirigent au niveau national, la nature a horreur du vide, j'ai envie de dire. Passons du coq à l'âne. Vous êtes tous les deux catholiques, traditionnalistes de surcroît. Cassandre Fristo a fait parler d'elle, 50 000 vues en 4 jours sur YouTube sur la chaîne Neo Salva. Un chanoine a fait effectivement évacuer par la police des fidèles qui prient le chapelet en raison de leur étendard de Saint-Michel et de Sainte-Jeanne d'Arc. Nous voyons dans cette vidéo Cassandre se faire déloger par la police pendant qu'elle récite une prière. J'ai été complètement scandalisé par ces images personnellement. Je pense que vous aussi. Bon, la cathédrale de Metz a visiblement été abonnée aux polémiques puisqu'il y a 2 jours nous pouvions voir une équipe de handball féminin défiler dans la cathédrale comme si c'était une scène de spectacle. Cassandre souligne l'aigreur de Vatican II vis-à-vis des messes en latin, ce qui aurait pu expliquer potentiellement la colère du chanoine. Je vois d'ailleurs que Cassandre Fristo, la question était d'abord adressée à Alexandre Simoneau, où je voulais lui demander qu'est-ce qu'il pensait de cet événement et est-ce que c'était révélateur du catholicisme en France aujourd'hui, mais je vois que Cassandre Fristo est en train de nous écouter actuellement. Est-ce que vous voulez vous exprimer et dire 2 mots sur cet événement, Cassandre ? Oui, écoutez, bonsoir Alexandre, merci de me donner la parole. J'étais là pour écouter l'émission et puis voilà, je suivais votre descriptif. Écoutez, on était très surpris. On s'était dit qu'on allait faire ça discrètement, que ce serait porté à la connaissance des amis, des paroissiens de chez nous. Et puis voilà, il y a eu cette altercation. Et de fait, on avait de toute façon prévu de filmer les prières de réparation. Et donc, l'altercation a été filmée de fait et on s'est dit que pour le coup, il fallait que cela se sache. Donc, c'est tout à fait désolant. J'allais dire, c'est surprenant parce que c'est pas normal, parce que c'est choquant. Mais tuerait-il qu'effectivement, on a l'habitude d'un dialogue qui est porté, on va dire, vers les catholiques modernes, avec une ouverture, on va dire, que ce soit pour les migrants, je pense aux Ukrainiens notamment, vers tous ceux qui sont facteurs d'innovation, mais ceux qui viennent avec l'expression d'une foi un peu à l'ancienne, visiblement, ne sont pas les bienvenus. Voilà.
Merci Cassandre d'avoir été avec nous pour vous exprimer sur ce sujet. Et Alexandre Simoneau, Yanis Morio, vu que vous êtes des catholiques également, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter concernant cet événement? Oui, c'est Alexandre Simoneau. Je vous répondrai que malheureusement, ce genre de profanation sacrilège ne me surprend plus, puisque depuis 1986, année pendant laquelle le pape Jean-Paul II a réuni toutes les religions à Assise, où on a déposé la statue de Bouddha sur l'autel et qu'on a chassé la statue de la Sainte Vierge pour pas qu'elle choque les autres religions, je ne suis plus surpris des profanations régulières de nos édifices. Ce qui me consterne, c'est l'attitude des clercs, qui sont des êtres consacrés et qui devraient défendre l'Église, la vérité catholique, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui plutôt que de soutenir Cassandre, que je félicite et que j'embrasse, préfèrent la faire évacuer par la police. Ces clercs-là sont des collabos, voilà, ce sont des apostats, ils ont tout abandonné, ils ont tout renié, ils renient notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'a fait Jean-Paul II à Assise. Voilà, écoutez, ce que je vous dis, c'est malheureux, il faut prier pour eux, mais comme l'a très bien dit Cassandre, cette cathédrale de Metz, comme toutes les autres cathédrales de France et de Navarre, ont été non seulement financées et bâties pour la gloire de Dieu, pour la messe catholique, pour la présence réelle, pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour la vérité, et pas pour ces défilés débiles. Je suis rien contre les gens qui défilent, qu'est-ce qu'ils viennent faire une équipe de handball dans une cathédrale, on marche sur la tête. Donc honte aux chanoines de Metz, dont je tairai le nom, et je n'ai même pas retenu le nom, puis c'est un pauvre type, et vive les vrais catholiques qui défendent leur foi et leurs églises. Yanis Morio, auriez-vous quelque chose à rajouter? C'est à la fois consternant et malheureusement trop habituel. Je tiens d'ailleurs à cette occasion à féliciter Cassandre pour son action. Et je pense qu'elle va évidemment continuer. Elle est sur une très bonne lancée. On entendra parler d'elle encore pendant longtemps. Mais il y avait déjà eu des histoires un peu similaires. Je me souviens, il y a faire à peu près peut-être 2 ans, peut-être un peu plus même, à la primatiale Saint-Jean à Lyon, il y avait eu un moment la fameuse, ils appellent ça d'ailleurs pour la semaine pour l'unité des chrétiens dans la foi, laquelle, j'ai envie de dire, élément de base peut-être, hein, bon, après, voilà, ils veulent surtout pas chamailler sur ce qui leur paraissent des détails, hein, c'est sûr que le dogme catholique c'est des détails, hein, c'est bien connu, et il y avait eu à ce moment-là une pasteur, comment on pourrait dire, une pastorelle, une pastourelle, enfin, qui était venue on avait prêché, en même temps, du prêchi-prêcha, comme dirait l'autre, la chaire de la primatiale. Et il y avait un groupe, je connaissais 1 ou 2 personnes qui étaient dedans d'ailleurs, qui étaient venus réciter le chapelet, prière éminemment catholique qui déplaît aux protestants. Qu'est-ce que c'est que le chapelet? Pour eux, c'est le pire de l'abomination, évidemment. Et ils avaient été sortis, littéralement. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Pourquoi osaient-ils venir prier le chapelet dans une cathédrale? Enfin, on marche sur la tête, ma bonne dame. Et c'est malheureusement, voilà, c'est pas choquer les autres. Nous, évidemment, ce qu'on croit, c'est le grand effacement. C'est le tout autre. C'est consternant, mais on s'y habitue. C'est un drame, mais malheureusement, on s'y habitue. À la vérité, leur œcuménisme, leur mondialisme, c'est l'assemblée de toutes les religions, de toutes les croyances. Ça va des francs-maçons, des témoins de Jéhovah, de tout ce qu'on veut, mais à l'exclusion formelle des catholiques traditionnalistes. Nous sommes le mal absolu. Quand on voit les mesures que prend le souverain pontife actuel, on comprend qui sont ses amis et qui sont ses ennemis. Merci à vous 3 de vous être exprimés sur ce sujet. Merci beaucoup à Cassandre. Cassandre, vous savez toute l'affection que je vous porte. Vous êtes une personne qui est déjà venue sur l'émission, qui avait eu des propos très intéressants, très instructifs, et globalement vous êtes une personne riche qui enseignait beaucoup à ceux qui vous écoutent.
Et merci, je vous ai donné la parole effectivement de manière totalement improvisée, je le sais bien, mais je vous voyais connecté, je me suis dit je ne peux pas parler de ce sujet sans lui donner la parole, ce serait extrêmement malpoli. Et d'ailleurs, j'avais une autre question concernant quelque part ce qui concerne le catholicisme. Vous êtes tous les trois catholiques, traditionnalistes, on l'a dit. L'euthanasie pourrait se retrouver légale en 2023. Qu'en pensez-vous? Tout d'abord, Yanis Morio. Eh bien, comme dirait l'autre, c'est vraiment la boîte de Pandore, quoi. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. On nous avait déjà fait, c'est exactement le même schéma que pour l'avortement. On nous présente des cas, on nous avait présenté à ce moment-là des filles qui avaient eu une grossesse issue d'un viol, enfin des cas très durs moralement. Là, on nous présente des personnes âgées qui n'ont plus aucun espoir, dont souvent d'ailleurs les enfants les ont abandonnés, ne vont plus les voir. C'est malheureusement le quotidien de beaucoup de nos aînés. On nous présente des situations comme celle-ci qui sont dramatiques, tragiques, pour nous faire avaler la pilule, pour nous dire, voilà, ne serait-il pas mieux d'abréger les souffrances? Mais c'est vraiment la pire. Ils sont malins, de toute façon, le diable est malin, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Mais là, c'est le grand débat actuel. Ils nous ont ressorti Lynn Renault du Formol, ça fait des années. Elle a toujours été de tous les régimes. Elle était gaulliste, après elle était mitterrandienne. Bon, c'est Renault, quoi. Et là maintenant, alors bon, si j'étais taquin, je dirais qu'elle commence par elle, mais enfin, elle a une belle vie, donc je pense pas qu'elle ait envie de l'abréger. Elle est plutôt en bonne santé, ma foi, on lui souhaite, hein, c'est pas souhaiter du malheur aux autres. Euh, mais voilà, cette manière d'utiliser, Dieu sait qu'on nous l'a reproché aussi à nous, catholiques, d'utiliser le malheur des autres, notamment sur les débats de la vie, mais eux font exactement la même chose, pourquoi nous se priverait? Quand la fin est beaucoup plus saine et beaucoup plus sainte surtout, c'est normal. Mais eux, vraiment, leur idéologie de mort ne laissera rien passer. Pour eux, c'est la priorité. Maintenant on tue les enfants dans le ventre de leur mère, pourquoi on ne tuerait pas aussi nos anciens? De toute façon, ils ne sont plus productifs. C'est leur schéma, c'est leur logique. C'est un bébé, ma foi, quand je veux, où je veux, s'il n'est pas trop contraignant. Et les personnes âgées, bon, voilà, quand ils sont tout juste retraités, un senior encore actif qui consomme, c'est très bien. Alors quand il est dans un lit, qu'il faut s'en occuper, qu'en plus il est notre propre miroir de notre futur, ah non, surtout pas. Non, la vie, euh, la vie est belle, voilà, tant qu'elle répond au schéma de la société de consommation d'aujourd'hui, mais par contre, sinon elle n'est pas belle. Hein, faut l'abréger tout de suite. Hein, c'est charité mal ordonnée. Merci Yanis. Alexandre Simoneau, pourriez-vous nous parler également de l'euthanasie? Oui, j'ai la même perception que mon ami Yanis, c'est ce que sur nous, on essaie d'émouvoir les gens. À la vérité, je vais certainement choquer les gens, mais c'est le grand règne de Satan. Ce qu'aime avant tout le diable, c'est qu'on tue les enfants à naître, c'est qu'on tue les vieillards à mourir, plutôt que l'on respecte la vie qui commence de la conception naturelle jusqu'à la mort naturelle. Voilà. Surtout avec l'arsenal thérapeutique qu'on a maintenant, la souffrance physique, en tout cas morale, ça c'est autre chose. La souffrance physique elle est tellement atténuée par la morphine, comme c'est mon métier, je peux vous faire la liste de tous les traitements qu'on peut donner pour atténuer les souffrances. Non, c'est la culture de mort. Voilà, c'est la culture de mort. L'homme veut se substituer à Dieu, puisque de toute façon, il a chassé Dieu de la cité. Dieu n'a pas le droit de régner. Dieu n'a plus le droit. Il faut tuer si on a envie, faire vivre si on a envie, faire naître si on a envie. C'est vraiment c'est le règne du diable, c'est cette culture de la mort. Ce qu'il faut absolument, c'est ça, éradiquer la vie. Alors, si les enfants non désirés, il faut les exécuter, et puis les vieux qui n'en finissent pas, il faut les mourir. C'est abominable. J'ai pas d'autre
d'autres mots à dire, mais c'est comme ça que je regarde la chose. Je défendrai toujours enfin, en tout cas, la vie, de la conception naturelle jusqu'à la mort naturelle. Voilà. Cassandre Fristo, je sais que vous n'êtes pas du tout invité, vous n'êtes d'ailleurs même pas obligé de répondre, mais la dernière fois que je vous sollicite ce soir, je sais que vous êtes pro-vie. Est-ce que vous voulez réagir sur la potentielle légalisation de l'euthanasie en 2023 ? Oui, bien sûr, moi je rejoins Yanis et Alexandre sur le constat qu'ils ont établi, c'est-à-dire que cette euthanasie va constituer en quelque sorte le parachèvement du nouvel ordre mondial, qui est un règne de mort. Et à juste titre, comme l'a dit Alexandre tout à l'heure, c'est le règne de Satan qui élimine toute vie. Et s'il y avait déjà l'avortement, la pilule du lendemain, eh bien, il ne manquait plus que l'euthanasie. En France, en tout cas, puisque j'ai entendu qu'au Luxembourg, cela se pratiquait déjà. Et ce n'est pas étonnant, puisque c'est le pays de la finance, de l'argent et de maman. Donc, ça va vraiment être problématique à l'avenir, surtout dans les circonstances sociales que nous allons connaître, avec les prix qui vont flamber, avec des personnes qui vont peiner à se chauffer, mais j'irai même plus loin, à se nourrir, voire même à se loger. Donc avec une immense partie de la population qui va se retrouver en détresse. Et là, je n'ose pas imaginer tous les abus de faiblesse qui vont être commis envers un bon nombre de personnes. C'est-à-dire qu'on va faire la promotion de cela comme un droit, donc le présenter de manière positive. Les personnes qui seront peut-être pas très soutenues risquent de tomber facilement dans ce piège. Et deuxième point, deuxième instrumentalisation qui vise effectivement en premier lieu, comme vous l'avez dit, à éliminer les personnes qui ne sont plus productives au regard de l'État. Eh bien, j'y vois une instrumentalisation politique, c'est-à-dire que je pense à un certain nombre de personnes qui risquent d'être jetées en prison, des patriotes, des écrivains. Bon, ça fait un certain nombre d'années qu'on voit cette tendance, mais enfin, elle tend à s'accélérer. Et j'imagine tout à fait quelqu'un qui serait derrière les barreaux, qui aurait peut-être dans une vague dépressive ou même pas signé ce papier et qu'on conduirait à l'euthanasie. Donc effectivement, c'est extrêmement grave, c'est terrible. Et on pourrait déprimer si on n'était pas chrétien. Parce que quelle est la solution? Enfin, la solution. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens finalement pour combattre cette future loi, si c'en est une? Certains pourraient me dire, on pourrait empêcher violemment mamie d'aller se faire euthanasier si elle le désire, mais il y a peut-être des moyens moins flamboyants à utiliser, mais sur le long terme. Et c'est la réponse chrétienne, catholique, qui est déjà de soutenir les personnes en difficulté. Chacun où nous nous trouvons, il y a forcément des membres de la famille, des amis, des voisins ou même des SDF pour ceux qui habitent dans les grandes villes, à venir secourir. Donc, en premier lieu, se battre en termes de justice sociale, qui, rappelons-le, n'est pas l'apanage de la gauche, mais en premier lieu de l'Église catholique. Euh, voilà ce que je peux vous dire. Et puis, être vigilant par rapport à ce qui peut s'opérer. Alors, évidemment, ça va demander du temps. C'est à pas de fourmi. Mais si vous voulez, si on opère cela dès à présent, toutes ces prochaines années, donc ça va déjà générer un soutien, un coussin social de soutien. Et le deuxième point que je voudrais aborder, c'est celui de l'évangélisation, c'est-à-dire que toutes ces personnes qu'on peut secourir, et même notre prochain que nous croisons dans la rue, c'est l'évangéliser, lui apporter de la bonne nouvelle et peut-être les premières notions de catéchisme. Aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui n'est plus connu, qu'on nous apprend plus, non seulement à l'école, mais dans nos familles. Hélas, ce premier savoir qui nous est dû, au même titre que celui de lire et de compter, ne nous est plus transmis. Eh bien, c'est que le suicide conduit en enfer. Qu'on en ait conscience ou pas, qu'on l'ait appris ou pas, c'est une vérité. Donc, avertissons notre prochain. C'est aussi la charité. Il y a la charité corporelle et spirituelle pour que les Français évitent ce faux pas. Voilà, à chacun de nous y atteler. Merci beaucoup Cassandre pour ces interventions qui n'étaient pas prévues et pour vos mots justes, pour vos bons mots. Et évidemment, vous avez tout notre soutien concernant l'affaire de la cathédrale de Metz. Vous parliez évidemment de soins alternatifs, d'alternativité à l'euthanasie, au suicide. Effectivement, il y a des soins palliatifs qui existent. Je tiens à rappeler que l'écrasante majorité des personnes qui ont fait une tentative de suicide, ont regretté leur geste.
Ça me paraît très important de le souligner, ça. La majorité des personnes qui ont tenté de se suicider ont regretté et croquent la vie à pleines dents la plupart du temps. Et j'aimerais vous lire donc le communiqué qu'a fait Thomas Joly, notre président, le président du Parti de la France, à ce sujet. Alors qu'une proposition de loi visant à légaliser l'euthanasie en France, quasiment déjà en vigueur grâce à la loi Leonetti, est discutée à l'Assemblée nationale, le Parti de la France rappelle qu'il est favorable à l'inscription dans la Constitution du droit à la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle. Les promoteurs de l'euthanasie sont les mêmes que ceux de l'avortement. De cas exceptionnels de détresse psychologique ou médicale, nous sommes passés à plus de 90% d'avortements de confort pour atteindre le nombre génocidaire de 220 000 IVG par an. Il ne fait aucun doute que l'euthanasie de confort deviendra une variable économique et sociale dans notre société individualiste et déschristianisée, pendant que les oligarques, eux, vivront jusqu'à 100 ans. Ce malthusianisme d'État est une nouvelle attaque contre l'ordre naturel de notre civilisation. Le Parti de la France y est formellement opposé. C'était pour conclure sur une note politique. Yanis Mario, excusez-moi, parlons un petit peu de migrants, évidemment, le sujet récurrent. Yanis Mario, samedi dernier, il y eut une manifestation où étaient présents d'ailleurs Reconquête ainsi que le Parti de la France, à Callac, en Bretagne, contre l'invasion de migrants africains. La mobilisation a eu un franc succès. Ce genre de mobilisation est encourageant pour démontrer le ras-le-bol de Français de la présence invasive de ces gens. Alors, en tout cas, j'espère qu'elle fera ouvrir les yeux à certains. Je vois d'ailleurs parmi les gens connectés un ami breton qui se reconnaîtra, que je salue au passage. Mais malheureusement, dans cette belle région historique et patrimoniale, on observe à chaque élection qu'il y a encore, le Parti socialiste se maintient comme à son âge d'or, que Macron a des résultats de satrape ou même de dictateur africain. Et longtemps, cette situation s'expliquait en Bretagne et puis même au-delà, hein, toute la partie ouest, la vallée de la Loire, un petit peu le sud Poitou, qui est encore une zone socialiste, toute cette zone, puis même le sud-ouest, alors là c'est encore un autre cas, on va pas l'évoquer, mais c'est toute cette zone n'avait longtemps pas été touchée, alors très peu, par l'immigration. Même les grandes villes, on peut citer des exemples comme Rennes ou Nantes, où là ça commence quand même à se voir, mais longtemps c'était par rapport à des villes de taille à peu près équivalente dans l'est de la France. On avait l'impression, moi j'y étais allé il y a encore quelques années où c'était respirable, ça m'avait choqué, positivement hein, évidemment, mais choqué aussi négativement quand on fait la comparaison par rapport à ce qui se passe chez nous, même à Dijon évidemment, ou dans les autres villes de l'Est. On respirait, on n'avait pas des gens qui attendaient, qui étaient là, ce qu'ils faisaient là. C'était vraiment une bouffée d'air frais. Donc, évidemment, vu que le péril était lointain pour eux, pourquoi auraient-ils voté contre l'immigration? Ils ne la connaissaient pas. Ils n'y avaient pas été confrontés, ça leur paraissait lointain. Ils se disaient sans doute en toute bonne foi, oui, c'est des fachos qui ont peur de l'autre, pourquoi les écouterait-on? Mais bon, maintenant qu'ils vont peut-être se frotter au quotidien à ce que nous vivons depuis des années, nous sommes tous les deux Dijonnais, nous avons vu ce qui s'est passé l'autre jour place de la République. Il ne fait pas bon être blanc la nuit dans cette place. D'ailleurs, je l'évite à chaque fois. On a plein de charmantes ruelles qui nous permettent de l'éviter. Mais enfin, pour combien de temps encore hein? Bientôt, ça sera absolument partout. Mais là-bas, bon bah, peut-être que ils pourront dire, nous avons vu effectivement. Donc, bon, quand on voit la contre-manifestation qu'il y avait, encore des gens qui sont béats d'admiration, comme on disait tout à l'heure, devant le tout autre. Et, j'espère que les gens sincères parmi eux ouvriront les yeux puis se diront, bon bah oui, il y a peut-être un petit problème d'immigration, peut-être quelque chose à faire, peut-être qu'on pourrait éviter ça. Bon, je leur souhaite, mais peut-être qu'effectivement cette manifestation portera ses fruits, j'espère. Il faut en tout cas qu'elle se reproduise, parce que le Calac, c'est le village test, mais ils vont pas s'arrêter là.
toute façon, ils ne peuvent pas tous les mettre à Calac, ça ne tiendrait pas. Mais dans plein de villages, on aura jusqu'au fin fond du Gévaudan, jusque dans le moindre village du fin fond du Massif central. Il nous faudra un Malien, il faudra qui son Somalien, qui n'aura pas son Afghan. Nous serons tous touchés. Il y en aura pour tout le monde, rassurez-vous. Donc, il serait temps de réagir. Les gens qui n'ont pas été touchés, on comprend, vous êtes plus long à la détente, mais maintenant, ouvrez les yeux. Nous sommes là pour vous donner des conseils. Si vous avez besoin d'aide, appelez-nous. 200 000 nouveaux mercenaires par an. Effectivement, Yanis, vous faites bien de parler de la ventilation des migrants africains sur nos sols français, parce que ce sera ma prochaine question pour Alexandre Simoneau. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui veut d'ailleurs traduire Poutine devant la justice, j'ai vu ça tout à l'heure, j'ai rigolé, souhaite que les États européens traitent mieux les migrants. Emmanuel Macron a réagi en souhaitant travailler sur un plan de répartition des migrants, ce qu'on appelle la ventilation, dès 2023 pour en distiller le plus possible dans les milieux ruraux. Que pensez-vous, Alexandre Simoneau, du plan d'Emmanuel Macron ? J'en pense que les pauvres Français qui auront acquis des biens, des maisons, des propriétés dans ces villages, leur bien ne vaudra plus rien. Voilà ce que j'en pense, monsieur. Il n'y a que Éric Zemmour qui ose parler de grand remplacement. Monsieur Mélenchon parlait de créolisation de la société. Et monsieur Macron parle de transition démographique. Ça veut dire quoi, transition démographique ? Demos, c'est le peuple. Ça veut dire que on remplace un peuple par l'autre. C'est-à-dire que le français traditionnellement blanc, de culture chrétienne, gréco-latine, va être remplacé. Le grand remplacement, ça n'est pas un fantasme, c'est une réalité qui a commencé. Et hommage soit rendu, si je puis me permettre, à Jean-Marie Le Pen, qui s'est fait cracher dessus pendant 50 ans, en fait les 50 ans du Front National cette année, qui s'est fait cracher dessus pendant 50 ans parce qu'il a pas été plus... Il a été courageux. Il a dit, regardez ce qui se passe, moi j'ai des yeux pour voir. Et les Français, ils vivent les yeux grands fermés. Ils veulent pas. Mais oui, mais maintenant, il faut bien se rendre compte à l'évidence. Alors, je salue évidemment tous ceux qui manifestent. Je salue moins ceux qui manifestaient autrefois contre la présence de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et j'en connais beaucoup qui manifestaient à cette époque-là contre Jean-Marie Le Pen, qui aujourd'hui disent et reconnaissent qu'il avait raison. Bon, alors faut pas tomber dans la désespérance, mais il ne faut pas non plus tomber faut pas être candide et imbécile. Il faut dénoncer ce grand remplacement. Il faut dénoncer l'imposture de ce qui nous sert de président et continuer à nous battre. Et c'est très très bien ces rassemblements, parce que ma foi, même si c'est toujours quelques gauchos voyous, alcoolisés et crasseux pour venir perturber ces rassemblements, je trouve qu'il y a quand même une prise de conscience. Je circule beaucoup dans plusieurs départements français et j'entends les gens parler entre eux. Comme ça, j'écoute, je n'interviens pas, et il y a un ras-le-bol général, des travailleurs et des travailleuses qui, eux, bossent, payent leurs impôts, font tout ce qu'ils peuvent pour élever dignement leurs enfants correctement. Et à côté, on est envahi par des gens qui sont des toxiques, qui ne servent à rien, qui ne rapportent rien, qui coûtent tout. Et quand ils débarquent, il faut les loger, il faut les soigner, il faut les nourrir, il faut payer l'école à leurs enfants. Bon, c'est insupportable. Voilà, c'est comme a dit Éric Zemmour, Macron, il veut la répartition, non, et nous on veut les faire repartir. C'est vraiment, mais le jeu de mots est intéressant. Il y a la répartition géographique, histoire de faire croire qu'ils sont pas si nombreux que ça. Non. Ceux qui n'ont rien à faire ici, qui sont soit des clandestins, des délinquants, des inutiles, tout ça, dehors. C'est pas compliqué, hein, dehors. Dehors, c'est effectivement... N'oubliez pas de couper votre micro, Alexandre.
Dehors, c'est évidemment ce que nous souhaitons, mais Alexandre, enfin, il faut être un peu gentil avec ces pauvres gens. Vous leur dites qu'on leur donne tout, oui, mais ils fuient la guerre, la famine, la guerre, les maladies, etc. Bien évidemment, c'est que de la propagande, c'est évidemment faux. Dans les pays le plus demandeurs d'asile, aucun de ces pays ne sont concernés soit par la guerre, soit par la maladie, soit par quoi que ce soit, ni même la famine. Si je puis me permettre, il faut rappeler Ah, bien sûr. une grande majorité d'entre eux nous ont foutu à la porte il y a quelques décennies, prétendant avoir l'autonomie des peuples, à se décider d'eux-mêmes, puis ils s'aperçoivent que sans nous, ils sont des bons à rien, qui restent, excusez-moi, hein, voilà, charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, je pense aux Français, aux Françaises, et voilà, avant de penser au reste de l'humanité. Absolument. Et très bien, vous avez conclu la prise de parole que je souhaitais faire, c'est parfait, nous pouvons passer à Yanis Morio maintenant. Yanis Morio, le parti anti-immigration de Suède a remporté les élections législatives de la semaine dernière, le 17 septembre 2022. L'Italie ainsi que la Serbie montrent également une poussée nette de l'extrême droite dans leurs pays respectifs. Pensez-vous que ces pays inspireront la France ? Alors la Suède, pour le coup, c'était vraiment une surprise, parce que c'était vraiment le pays qu'on pensait perdu. Enfin, quand on voit Malmö, c'est pas exactement si on est à Kaboul ou à Mogadiscio, mais enfin on est loin des terres vikings. J'étais vraiment surpris quand j'ai vu l'information tomber. Je n'attendais pas grand-chose de ces élections législatives. Je les avais suivies de loin, comme je suis l'actualité internationale qui m'intéresse, mais j'en faisais pas de grands espoirs. Et quand j'ai vu effectivement la poussée de ce parti, qu'on pensait vraiment avoir moins de chances qu'un groupuscule chez nous, et ben là je me suis dit effectivement il se passe quelque chose en Suède. Alors bon, il y a aussi la droite molle en face, hein. S'il faut une coalition, reste à voir quels seront les contours de cette coalition, comment ça va qui sera cocu dans l'affaire, hein. Faut pas croire que du jour au lendemain, hop, ça va être la Suède qui va revenir à ses premières amours, qu'on chantera Doublonda Folk, les gens connaîtront cette chanson pour en sourire, qu'on la chantera tous les jours du matin au soir et qu'on va revenir vraiment à ce que la Suède était il y a encore pas si longtemps, hein, par rapport à nous. Faut voir la Suède il y a 10 ans, ce n'était pas ça. Mais c'est... Restons prudents, mais belle victoire. On peut la savourer. Alors l'Italie, là, on peut déjà sabrer, alors non pas le champagne, mais le Prosecco pour faire couleur locale, parce que là, c'est acté. Quand on voit la campagne, la tournure qu'elle prend, là, j'avais vu dernièrement aux informations, Enrico Letta, qui est un peu l'équivalent à la tête de l'équivalent du PS chez nous, qui avait lancé sa campagne. Alors ça nous rappelle Bayrou avec son bus au colza, et il avait lancé sa campagne dans un autobus électrique qui est tombé en panne, alors, il a fini au diesel. C'est un beau symbole. Tous les autres, il y a un dégagisme en Italie qui est flagrant. D'ailleurs, la politique italienne est intéressante. Pour un Français qui s'intéresse à la politique, il faut la suivre parce qu'elle nous donne toujours une image de ce qui arrivera dans la politique française quelques années plus tard. Il y a eu le début de ce que certains d'aucuns appellent le populisme, avec ce qu'on appelle aussi les partis attrape-tout, qui avait commencé chez eux avec Mouvement 5 étoiles. Bon, on a vu que ça a été plus une étoile filante. Il y avait eu déjà en son temps les hommes d'affaires qui commençaient à faire de la politique. Alors, plutôt pour le bien de l'Italie avec Berlusconi, parce qu'il a quand même fait de bonnes choses, et plutôt pour le mal avec nous, avec Bernard Tapie. Il y a toujours des choses qui se passent là-bas avant et qui arrivent chez nous. Je ne dis pas que c'est une loi comme les lois physiques, voilà, on ne peut pas remettre en cause, mais c'est quand même à observer. Donc là, oui, je pense que, bon, sauf grosse surprise, la coalition menée par la Ligue, Fratelli et Berlusconi arrivera en tête, et même bien en tête, et on aura un gouvernement. Alors reste à voir, pareil, là aussi, les contours que ça prendra. En politique internationale, ils ont des divisions. On a Meloni qui est plutôt pro-Ukraine, alors que les deux autres, enfin, Salvini avait un peu tangué, Berlusconi a toujours été un proche de la Russie. D'ailleurs, Poutine avait dit à une époque qu'il avait que 2 personnes qu'il estimait en Europe de l'Ouest, enfin, il n'avait pas
pas dit comme ça, mais il avait sous-entendu, qu'il y avait Chirac qui avait plutôt défendu dans l'affaire tchétchène et qu'il y avait Berlusconi qui avait toujours eu de très bonnes relations avec lui. Donc après, niveau politique intérieur, ils sont plutôt d'accord. La Ligue n'est plus ce qu'elle était à l'époque. Donc maintenant, ils sont détachés du régionalisme nordiste. On va arriver à une coalition qui tient la route. Reste à voir ce que ça donnera sur le long terme, mais en tout cas, il y a des contours qui se créent et qui ne vont pas qui vont durer. Surtout après, enfin, là, vraiment, pour le coup, le coup d'État qu'il y avait eu d'avoir mis Mario Draghi au pouvoir, qui n'avait été élu par personne, que le président de la République, qui est là-bas un pouvoir purement symbolique, mais bon, qui doit quand même nommer le Premier ministre, s'étant retrouvé avec personne à nommer, il s'est dit, bon, on va nommer l'homme de la finance, un ancien chef gouverneur de la Banque Centrale Européenne. C'est comme si nous, en France, on avait Jean-Claude Trichet au pouvoir actuellement. Enfin, c'était inimaginable. Et là, les Italiens se sont quand même réveillés. De toute façon, c'est un peuple qui s'est jamais vraiment endormi. Hein. Il y a toujours eu, quand on compare à chez nous, même le rapport à leur passé, à Mussolini, ils n'ont aucun problème avec ça. Il suffit d'aller après Dapio. C'est comme si nous, on avait des cérémonies grandioses. Alors j'en ai fait, évidemment, mais elles étaient quand même en comité restreint pour le maréchal. Là-bas, ça fait partie de la vie politique. On s'en offusque pas comme on pousse des cris d'orfraie chez nous. C'est une vie politique totalement différente. Donc je pense que voilà, pour ce qui est de l'Italie, c'est déjà acté. Et la Serbie, pareil, c'est un peuple qui ne se laisse pas marcher dessus. Donc là, il se passe énormément de choses en ce moment dans les Balkans. Hein. Ça a toujours été une poudrière. Hein. La Première Guerre mondiale a commencé là-bas. Bon, si on a une troisième, ce sera un peu différent, évidemment. Mais on peut partir du principe voilà, qu'en Serbie, ils ne vont pas se laisser bouffer maintenant. Hein. Ils sont plutôt partis sur une bonne lancée. Merci Yanis Morio pour tous vos éclaircissements. Alexandre Simoneau, la sobriété énergétique, les Français refusant de baisser le chauffage sont culpabilisés, les viandards employés de manière péjorative sont traités de machistes. Oui, BFM TV a publié ça, en nous expliquant ce que vous pensez déjà de cela, de la sobriété énergétique, pourquoi l'homme normal est de plus en plus culpabilisé et le migrant de plus en plus valorisé selon vous. Oh, ça les arrange bien de voir le peuple remplacé et envahi et de culpabiliser le bon français. Je vois pas le rapport qu'il y a entre manger de la viande et être machiste. Ça fait des siècles et des siècles que nous mangeons de la viande. Enfin, ces gens-là sont des tarés. Je suis désolé, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Je crois que ce sont des malades. Ah, mais ils vous répondraient que ça fait des siècles et des siècles que nous sommes machistes. Selon eux, l'histoire de France est patriarcale. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Ben voyons, comme dirait Zemmour. Non, qui s'occupent un petit peu de leurs histoires de violence conjugale, là, parce qu'ils ont bien emmerdé, hein, les grands donneurs de leçons là, de la gauche, parce que entre Strauss-Kahn, hein, qui saute sur la femme de chambre, et puis l'autre qui gifle sa femme, et puis l'autre qui a la main un peu balade, qui règle leur compte entre eux, parce que je crois que ça n'a pas fini de sortir, ça commence à sentir, et je suis poli, hein, mais ça commence à sentir très 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 mauvais. Donc ils arrêtent un peu de nous donner des leçons, et qui regardent la poutre qu'il y a dans leur œil, avant de vouloir enlever la paille qui est dans le nôtre. Donc on va continuer à manger de la viande, on va continuer à se chauffer parce qu'on paye tout ça. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'on avait une fabuleuse ressource nucléaire, on a été petit à petit toutes les centrales. Maintenant, on est obligé d'importer, j'ai entendu, de l'électricité qui est produite par du charbon allemand. Enfin, on est dans un pays de dégénérés. Je suis désolé. Enfin, je veux dire, ce sont des fous, ces gens-là. Voilà, ce sont des fous qui n'ont qu'une seule envie, c'est le mondialisme, c'est le règne nouvel ordre mondial. Ils veulent détruire les nations, détruire les patries. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Il faut anéantir tout et surtout s'en prendre avant tout à la famille. Et c'est là-dessus qu'ils agissent, s'en prendre à la famille
pervertissant les enfants dans une éducation nationale qui n'a plus aucun repère, qui n'a d'éducation que le mot, de national que le mot, qui est en réalité un laboratoire de propagande LGBTQ, LBT, je ne sais plus, les lettres de l'alphabet ne suffisent plus à y décrire ce qui s'y passe. J'ai réalisé dans cette école qu'on appelait autrefois l'école du diable et qui est bien l'école du diable, non seulement on n'apprend rien aux enfants, mais on leur apprend à mal apprendre. C'est tellement mieux. Hein. Vous ne saurez ni lire, ni écrire, ni compter correctement dans ces écoles-là. Voilà, donc je laisse les donneurs de leçons, je les laisse à leurs affaires conjugales. Merci Alexandre Simoneau pour votre réponse. Effectivement, pourquoi je parle de l'homme normal, sous-entendu l'homme blanc cisgenre, d'ailleurs homme avec un grand H, hein, je parle des Français en général, on peut voir, notamment depuis hier, que tous les médias s'amusent à relayer que 50% des Français ont un patrimoine supérieur à 128 000 euros, évidemment en comptant le potentiel. Effectivement, mais c'est exactement comme les articles qui paraissent chaque année, à la même période d'ailleurs, en octobre, où ils nous expliquent que les femmes gagnent 25% de moins que les hommes à poste égal, ce qui est entièrement faux. Ce sont des manipulations statistiques, les médias sont, comment je pourrais dire, très forts dans ce domaine, et là c'est exactement la même chose, on parle de potentiel immobilier, on parle du fait qu'effectivement 58% des ménages sont propriétaires du terrain sur lequel ils habitent, etc., etc. Donc oui, effectivement, ces 128 000 euros ne sont pas du tout significatifs. L'idée derrière, évidemment, c'est de nous dire, regardez, les Français, ils ont de l'argent et les migrants, ils en ont pas, donné de l'argent aux migrants. C'est exactement comme il y a eu avec les femmes il y a une époque, et d'ailleurs, c'est toujours d'actualité. Enfin bref, vous savez, ceux qui payent l'orchestre choisissent la musique. Bayou, Rousseau, Mélenchon et bien sûr Adrien Quatennens, excusez-moi, j'ai du mal à prononcer, au cœur d'une polémique pour une gifle. Et oui, Adrien Quatennens a giflé sa femme il y a 1 an, ce qui a valu une main courante qui a fuité il y a quelques jours. La NUPES explose, Mélenchon esquive au mieux le sujet, Rousseau désire quasiment éradiquer l'homme blanc de la politique aujourd'hui, Bayou se met en retrait. Que pensez-vous de tout cela, Yanis Morio? Alors, ces histoires, c'est déjà, bon, j'ai presque envie de dire, bon, tant mieux, c'est l'arroseur arrosé, ils nous ont tellement donné de leçons que voilà, bon, maintenant ils peuvent moins faire les malins. Déjà, une question de principe toute simple, hein, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Nous sommes de culture occidentale et chrétienne, nous sommes les enfants, les héritiers des troubadours. Une femme, ça ne se fera pas. Bon, peut-être qu'en Afghanistan, peut-être que Pakistan, peut-être qu'en Arabie Saoudite, voilà, on les lapide. Bon, mais voilà, moi, ce ne sont pas mes valeurs. Je peux avoir un grief envers une femme, mais l'expression revient souvent quand quelqu'un se chamaille avec une femme. On dit, ouh, toi, tu as de la chance d'être une femme parce que. Donc voilà, c'est comme ça. Ça ne se fait pas. Ce sont des choses. On a des valeurs ou on n'en a pas. Bon, c'est encore autre chose. Mais la question, au-delà de ça, au-delà de ce qui se passe dans le couple, je n'y étais pas. C'est pas ce couple, mais absolument. Je ne connais pas Madame Quatennens, hein, Céline de son petit nom, mais ne me sont pas particulièrement sympathiques. Enfin, malgré tout, bon, on peut éviter de sortir de ses gonds. Mais ce qui me gêne au-delà dans toute cette histoire, c'est toutes les autres histoires, que ce soit voilà. C'est cette manière de ramener la vie privée dans l'arène politique. On peut évidemment se réjouir quand c'est un adversaire, mais il y a quelque chose qui... Je n'ai pas toujours envie de donner des billes à cette nouvelle tendance aujourd'hui à faire, on va pas dire l'inquisition, parce que ça c'est le terme qui est employé souvent par les anticléricaux qui ne connaissent rien d'ailleurs. J'ai pas envie de donner des billes à cette nouvelle politique de se mêler de ce qui se passe dans les ménages. Là, il y a eu dernièrement aussi Noël Le Graët, alors on le connaît surtout comme président de la Fédération française de football, mais au-delà de ça, il fallait voir qu'il avait aussi une vie politique locale. Il a été maire de Guingamp, en plus de s'occuper du célèbre club de balle au pied.
Et il justement, il a été un des hommes politiques locaux qui a le plus contribué à ramener des migrants, à tout ça. Donc, on va pas dire qu'on le porte dans notre cœur, mais il y a eu dernièrement des affaires qu'on fuitait sur lui. Il aurait soi-disant dit des blagues de cul. Ouh là là, c'est un crime abominable. Je préfère un type qui sort des blagues de cul, même un peu grasses de temps en temps. Bon, c'est gauloiserie, ça rappelaisien. Plutôt qu'un type qui bat sa femme. Disons que c'est quand même moins, quand même sur l'échelle de l'horreur. C'est quand même en dessous. Mais je veux dire, voilà, bon, malgré tout le mépris que je peux avoir pour ce migrantophile qui a fait de la Bretagne ce qu'elle est aujourd'hui, voilà, j'ai pas envie de crier haro sur le baudet chaque fois que quelqu'un a un comportement qui ne plaît pas au turiféraire de Madame Rousseau. Mademoiselle, je sais pas si elle est mariée avec son homme déconstruit, comme elle l'appelle. Enfin bon, en tout cas, je voudrais pas trop verser là-dedans, parce que après, c'est aussi sur nous que ça va se retourner. Bon, après tout, on est blindé, hein, quand ça arrive aux gauchistes. Bon, pas l'habitude, ils ont toujours été du bon côté du manche, mais je sais pas, je trouve il y a quelque chose, il y a un relent, un arrière-goût à cette pratique qui va commencer à faire la police dans les ménages. Hein. D'ailleurs, on le voit en politique maintenant avec justement, on en parlait tout de suite, l'inénarrable Rousseau qui veut vérifier le contrôle des tâches ménagères. Bon, bah voilà, après, ça va être quoi? Ce que font les gens dans l'alcôve. Et puis on y est aussi genre, pour les questions énergétiques. Hein. Est-ce que vous chauffez trop chez vous? Ah, je trouve que vous mangez quand même un peu beaucoup de viande. C'est pas non plus très sain. Ah, puis vos enfants, ah non, vous les élevez mal. Là-bas, on va les confier à la DAS. C'est la porte ouverte. Il n'y a plus de famille, quoi. Enfin, nous sommes. Disons qu'il faudrait quand même, sauf évidemment au cas, comme on a parlé de violence conjugale, où là, la justice doit intervenir, mais il faut quand même que les foyers restent inviolables. Si on commence à... Après, c'est l'URSS, hein, les enfants pourront dénoncer leurs parents parce que la maîtresse de l'école l'a dit, enfin, c'est comme ça que fonctionnent tous les régimes totalitaires, et là, on a déjà un pied dedans. C'est ça qui me fait un peu peur derrière toute cette affaire. Effectivement, ma peur réside strictement dans le même endroit que vous, Yanis, c'est-à-dire dans l'abus. Oui, effectivement, le battre sa femme, mettre une gifle à sa femme n'est pas acceptable, mais exiger le retrait de la vie politique que pour quelque chose qui est privé, parce que je rappelle qu'une main courante est quelque chose de privé, quelle sera la prochaine étape? Finalement, on ne peut mener qu'à la dérive et on pourra exiger n'importe qui le retrait de la vie politique pour n'importe quoi. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter concernant cette affaire, Alexandre Simoneau? Non, effectivement, et je vois pas trop le rapport entre cette triste affaire privée. Bon, c'est un adversaire politique, ma foi. Bon, les relations qu'il a avec sa femme ou compagne ou concubine ne nous regardent pas. Il est allé sur la place publique alors que sa femme ne voulait pas porter plainte, elle voulait juste déposer une main courante en précisant aux autorités que c'était en cas de conflit durant la procédure de divorce qui aurait lieu plus tard. Elle n'a pas déposé plainte. Ça a fuité, c'est qu'il y a certainement un flic zélé qui a un copain comment il s'appelle, le connard enchaîné, voilà. Voilà, comment explose et comment on détruit des hommes, comme on a détruit François Fillon. Bon, tout ça, ça vole pas très très haut. Puis ça n'a aucun rapport avec la vie politique, c'est la vie privée. Bon, bah, si on commence à ressortir les seuls qui n'ont pas commis de péché ici-bas, c'est notre Seigneur Jésus-Christ et Notre-Dame. Par conséquent, si on commence à ressortir le passé de tout le monde, bah, il y aura plus il y aura plus personne en politique. Voilà, ça sera encore plus simple. Non, cet étalage. Heureusement qu'une actualité en chasse l'autre, parce que je me mets quand même à la place de quelqu'un comme Katniss qui n'a même plus osé sortir dans la rue. Ça ne doit pas être évident. C'était comme l'autre, là, je ne sais plus comment il s'appelait, on a déjà oublié son nom, qui avait filmé ses parties génitales, là, et la vidéo avait fuité. Ah, Benjamin Griveaux. Voilà, c'est ça. Bon, bah, vous voyez, on s'en souvient plus, heureusement, mais le pauvre homme, encore une fois, c'est pas un ami, mais je me mets à sa place. Quel rapport avec la vie politique? Pourquoi cette vidéo de Benjamin Griveaux s'amusant avec son Scooby-Doo l'empêchait de se présenter à la mairie de Paris? Vous voyez, je veux pas le...
Surtout de la part de gens qui, depuis mai 68, nous parlent de la libération de tout, qu'il n'y a plus d'interdit, faites l'amour, pas la guerre, je n'ai plus un compagnon ou un mari, j'ai des partenaires sexuels, je m'éclate, la contraception gratuite, l'avortement gratuit, et allons-y, tutti quanti. Et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte, il a mis une gifle à sa femme. Ah oui, oh là là, oui, c'est... On invoquerait la peine de mort, les gens seraient pas. Il faut se calmer là-dedans. Il faut arrêter de dire tout et n'importe quoi. Et voilà, ça c'est révélateur d'une classe politique donneuse de leçons et puis qui nous traite à toute occasion d'extrémistes, de machistes, de je sais pas quoi. Balayez devant votre porte avant de vouloir balayer devant la nôtre. Voilà. Merci Alexandre pour votre intervention. Bon après, si ça avait été une femme noire qui jouait avec son appareil génital, elle n'aurait certainement pas démissionné, ou un homosexuel non plus. Qu'elle appelle Dominique Strauss-Kahn et il viendra l'aider. Le shampoing Strauss-Kahn. Qu'est-ce qu'on s'amuse au Parti de la France. Oh oui, non, mais bon, vraiment quand on a des hommes politiques, il faut Marie Le Pen pour donner du piment à la vie politique et d'arrêter de se prendre plus sérieux qu'on ne l'est. Je suis bien d'accord. Et de savoir rire de tout à condition qu'on ne salisse personne. Je suis bien d'accord. Ce serait un thème à part entière de parler de cette situation finalement avec le député LFI et sa gifle et le rapport. Vous voulez prendre la parole, Alexandre Simoneau? Je vois votre micro qui est allumé. Non, je zappe entre guillemets pour ne pas faire d'écho. Donc j'allume, j'éteins. Voilà. Non, tout va bien. Ah d'accord. Très bien. Excusez-moi. Yanis, vous avez pris la parole? Ne me donnez pas d'idée à Madame Obono. Je ne suis pas sûr que nous ayons envie de voir ce genre d'image. Bon, je ne suis pas sûr qu'elle écoute. C'est-on jamais. En tout cas, elle dira pas vive la France, en tout cas. Oui, effectivement, donc ce sera un thème à part entière de parler, effectivement, est-ce que les personnes, hommes politiques, ont le droit à avoir leur vie privée, où ils sont parfois, on va dire, dégradants, un petit peu déviants. Les royalistes vont peut-être aimer ce que je vais dire, mais globalement, comment on peut être quelqu'un de bon en public et quelqu'un d'extrêmement mauvais en privé? Il y a aussi cet équilibre à avoir, étant donné qu'on force le lissage des personnalités politiques, on a toujours des robots face à nous, des robots, on ne sait pas ce qu'ils sont, il n'y a pas d'authenticité. C'est l'inverse de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, peut-être qu'il dit des mots crus, peut-être qu'il dit des mots qui sont choquants pour la masse, mais au moins, on sait ce qu'il dit, on sait ce qu'il pense. Il est conforme dans la vie privée à sa vie publique. Alors que les robots que nous avons face à nous, j'appelle ça comme ça, aucune idée de quoi ils sont capables. Et donc, ils sont très difficiles à cerner, et c'est aussi un petit peu une critique de ce système électif qu'il y a actuellement. Continuons maintenant. Nous parlions beaucoup d'Ukraine depuis quelques mois pour des raisons évidentes. Nous voyons depuis quelques semaines l'Arménie subir des pressions par l'Azerbaïdjan, des conflits également entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan qui a priori sont en voie de paix de ce que j'ai pu voir aujourd'hui. Pourquoi tant d'instabilité en ce moment, Alexandre Simoneau, dans ce genre de pays? Moi, j'ai une seule observation à faire parce que vous savez, les guerres entre nations et entre les États, les nations, les patries, enfin, vous donnez le mot que vous voulez, c'est un peu comme les divorces. Tout n'est pas noir d'un côté, tout n'est pas blanc de l'autre, et on devrait bien se garder de prendre parti dans des choses qui ne nous concernent pas. Mais lorsque je vois qu'un homme comme M. Vladimir Poutine devient l'ennemi public numéro 1, qu'il est traîné dans la boue par le système, par BFM TV à longueur d'aujourd'hui. Moi, j'ai un principe maintenant, comme je sais que ces médias de masse sont des menteurs professionnels, et je les ai vus salir cracher sur Jean-Marie Le Pen et sa famille pendant 50 ans. Maintenant, j'ai un principe de provocation. C'est-à-dire que quand je vois ces types-là, plus on leur crache à la gueule, comme Trump, plus ils me sont sympathiques. Voilà. Parce que comme je sais que nous vivons dans une société du mensonge, pour moi, les gens qu'on me montre en héros sont des salauds, et tous les gens qu'on me montrera en salauds sont des héros. Donc je pratique l'inverse de ce qu'on me raconte, et généralement, je suis pas trop loin de la vérité. Et c'est la vérité qui triomphe toujours.
La vérité triomphe toujours. Quelque chose à rajouter, Yanis Morio? Sur cette question, c'est pas la première fois que l'Azerbaïdjan attaque l'Arménie. Moi, j'ai toujours plutôt eu une sympathie arménienne. C'est une vieille nation chrétienne dont nous avons toujours été proches. Il y a toujours eu des communautés arméniennes en France, même assez anciennes, même déjà à l'époque où la France n'était pas une terre d'immigration qu'on nous vante partout. Il y avait déjà les fameuses communautés arméniennes donc de Valence et de Marseille qui étaient déjà présentes depuis assez longtemps, puisqu'ils avaient déjà, il y avait même une correspondance entre les commerçants de Valence, arméniens, et Colbert. Donc, ça commence à dater, c'était avant l'arrivée des Chibani. Mais je pense quand même culturellement, d'ailleurs c'est pour ça aussi Zemmour est allé pendant sa campagne en Arménie, nous sommes quand même plus proches de l'Arménie. Alors, effectivement, l'Azerbaïdjan a ses raisons. Voilà, en diplomatie, chacun joue sa partition. Il y a malheureusement que dans l'Europe occidentale, où les États regardent les intérêts des autres avant les leurs. Ça, c'est tout nouveau dans l'histoire et ça n'arrive que chez nous. Je ne pense pas que les Chinois, même les Brésiliens, soient dans cette optique. Et effectivement, ce sont des pays qu'on connaît assez peu, dont on parle assez peu. On connaît comme ça, mais sur la question qui était évoquée tout à l'heure, bon, c'était un peu un coup d'épée dans l'eau pour le Tadjikistan, qui est un peu parmi tous ces pays d'Asie centrale, qui est un peu l'exception, parce que par rapport à tous les autres, Turkménistan, Ouzbékistan, qui sont plutôt donc ethniquement proches des Turcs. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'idée du touranisme qui veut faire la grande Turquie, revenir aux origines ethniques du pays. Là, on est plus, le Tadjikistan est un pays persan. C'est la grande exception en Asie centrale, dans ce qui était ces ex-républiques soviétiques. C'est des conflits frontaliers qui semblent se résoudre. On n'en parlera plus dans peu de temps. Mais cette région est en constante ébullition, surtout maintenant qu'il y a la nouvelle route de la soie qui passe par là, qui intéresse beaucoup le Kazakhstan. C'est des pays qu'il faudra suivre quand même, qui nous paraissent lointains, dont on a peu de liens, mais qui seront très importants pour la géopolitique et surtout l'économie mondiale. On revient, alors c'est aussi un juste retour de bâton de l'histoire. On est passé, après, avec la conquête de la route des Indes par la mer, on est arrivé vers le triomphe des thalassocraties. Et là, on a le retour un peu des tellurocraties, avec justement, comme on disait, cette route de la soie, qui était la route que Marco Polo avait empruntée pour aller en Orient. Donc voilà, des fois, l'histoire est un éternel recommencement, et on va reparler de tous ces pays, ces caravansérails, ces zones qui semblaient être sorties de l'histoire, mais qui sont en train d'y revenir. Et pour l'Azerbaïdjan, c'est toujours assez amusant. Bon, là, ils jouent leurs intérêts économiques. Là, on est loin de l'Asie centrale, hein, c'est le Caucase. Et c'est un pays qui est assez surprenant en soi. Ils sont turcs ethniquement. Bon, il y a aussi un fond caucasien. Ils sont chiites, contrairement aux Turcs qui sont sunnites hanafites. Mais en même temps, alors ils ont un rapport, surtout à cause de l'URSS, un rapport à la religion qui est très sécularisé. Pour parler de manière concrète, il est plus prudent d'être une fille en mini-jupe à Bakou qu'à Bondy aujourd'hui. Mais voilà, c'est un pays qui veut s'étendre, et il y a aussi l'intérêt turc derrière qui pousse, qui aimerait bien sacrifier l'Arménie, parce qu'elle fait obstacle à ses intérêts du Caucase à l'Asie centrale, comme on parlait tout à l'heure. Donc tout ça est lié. C'est le retour des grands empires. Là, on parlait tout à l'heure, enfin, je disais à l'instant, le retour des tellurocraties, mais il y a aussi le retour des empires. Donc, on va citer aussi René Girard qui disait qu'on arrivait à une époque où on était plus proche des guerres de religion des croisades et des guerres de religion que de la Révolution française et de l'industrialisation. Presque envie de dire par bravade qu'on revient à un cycle historique normal, qu'on sort un peu de ce petit confort où la politique
consistait juste à faire des rehaussements de politique fiscale. On va vraiment revenir à des choses concrètes et sérieuses. On retourne dans l'histoire. Merci Yanis de nous avoir fait part de votre grande connaissance de ces pays-là. Bien évidemment, l'Iran, et on parle que de l'Iran en ce moment, nous en parlerons un petit peu plus tard. Tout d'abord, j'aimerais savoir, Alexandre Simoneau, vous savez qu'il y a le congrès du Rassemblement national qui se tiendra prochainement. Jordan Bardella ou Louis Alliot pourraient mieux succéder à Marine Le Pen au Rassemblement national, selon vous? Je vous avoue, j'ai été scandaleusement foutu à la porte de ce parti il y a 7 ans maintenant, par fidélité envers son président fondateur qui était foutu à la porte en même temps que moi. Enfin, j'ai été mis à la porte en même temps que lui, plus précisément. J'ai retrouvé là en parcourant une déclaration de Jordan Bardella sur un sujet qui me tient à cœur, c'est la famille. Et on l'interrogeait il y a quelques années sur ils appelaient ça le mariage pour tous, pour pas appeler ça un mariage homosexuel, pour ne pas appeler ça une union contre nature, et il déclarait que le mariage pour tous était un acquis désormais. Alors je laisse ces gens-là leurs acquis. Ce ne sont pas des gens qui sauveront la France. Voilà. Puis de toute façon, on sait très bien que quel que soit le personnage qui sera désigné, c'est Marine Le Pen qui restera la chef de son parti. Par conséquent, bah, écoutez, tant mieux s'ils arrivent à faire un congrès sans se disputer, mais je vous avoue que je ne porte plus beaucoup d'intérêt à ces gens-là qui ont représenté à une époque nos valeurs et notre combat, mais maintenant, puisqu'ils défendent le mariage homosexuel, bah, je les laisse entre eux. Voilà. Merci Alexandre Simoneau pour votre réponse. Oui, Jordan Bardella, le mariniste. Globalement, le Front National de Jean-Marie Le Pen, vous serez tous d'accord avec moi pour dire qu'il est au Parti de la France et absolument pas dans cette parodie qu'est le Rassemblement National. Tout à fait. Et d'ailleurs, je partage un petit bout de votre histoire, Alexandre Simoneau, puisque moi aussi j'ai été mis à la porte du Front National. Rassemblement National, c'était 2021. C'est un honneur, c'est la flamme d'honneur peut-être pas d'or, mais en tout cas oui, c'est un honneur d'être mis à la porte. Ah, c'est parfait. Je pourrais en dire plus sur ce que je pense du congrès du Rassemblement National, mais j'en ai parlé lors de mon dernier entretien avec Epona et je vous invite à aller le voir. Oui, c'est de l'instant promo, c'est de l'autopromotion. Yanis Morio, vous avez fait une magnifique publication concernant la mort de la reine d'Angleterre la semaine dernière. Vous dites, vous n'enterrez pas une femme, vous enterrez un symbole. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce symbole? Même si elle n'avait de pouvoir que symbolique, hein, elle n'était pas aux affaires. Un parlement, d'ailleurs ça fait des années, depuis la Magna Carta au Moyen-Âge, que les rois d'Angleterre ont perdu crescendo de leur pouvoir. Hein. D'ailleurs ça me rappelle cette citation de Charles X qui disait « J'aime mieux scier du bois que de régner à la manière d'un roi d'Angleterre ». Il avait vraiment plus de... Même déjà sous les Hanovre, même Victoria, n'en parlons pas. Alors aujourd'hui, oui, c'est un symbole. Mais au-delà du symbole, on peut reprocher à cette famille bien des choses, notamment sur maintenant le nouveau roi Charles III. Alors je pense, puisqu'il a effectivement certaines complaisances vis-à-vis de la religion mahométane, je pense que c'est plus par méconnaissance, évidemment, tous les musulmans qu'il a fréquentés. C'est l'Aga Khan, c'est le sultan d'Oman, si on veut citer quelques sunnites, il y a le roi de Jordanie, c'est des gens qui sont assez éloignés du fanatisme, assez proches des valeurs occidentales. C'est pour ça, je pense qu'il a une vision un peu romantique, comme il pouvait y avoir l'orientalisme au XIXe siècle, un peu les nouveaux horizons qu'on ne connaissait pas, une religion dont on avait peu d'éléments. Peut-être un peu, voilà, si on tire un peu par les cheveux, on pourrait presque dire qu'il est crypto-guénonien. Il voit ça un peu comme une espèce de soufisme sympathique. Bon, évidemment, à Telford, on est loin du sympathique soufisme mystique. Quand on voit ce qui s'est passé avec les viols, comme il parlait pakistanais, c'est sûr que c'est tout de suite moins romantique que du René Guénon. Mais donc voilà, je pense que c'est plus une méconnaissance. Mais pour ce qui est de la reine,
au-delà de sa personne, d'ailleurs on sait très peu de choses qu'elle pensait, si elle ne parlait jamais des hommes politiques qu'elle fréquentait, elle n'a jamais dit vraiment ce pourquoi elle penchait, elle s'est toujours tenue à cette neutralité, mais c'est quand même tout un symbole, même si ça n'était pas une monarque absolue qui peut même pas dire qu'elle était coupable ou non coupable de ce qui est devenu la Grande-Bretagne sous son règne. C'est les gouvernements, c'est notamment le Parlement croupion et surtout la haute finance internationale, qui n'a plus grand-chose de britannique. Beaucoup sont la double nationalité américaine ou d'un autre État du Proche-Orient, ne citeront pas. C'est la City. Après, quand on dit la City, il y a tout. Il y a aussi la City, techniquement, c'est ce qui est derrière les remparts du Vieux-Londres. Bon, il y a aussi des charcutiers et des cordonniers qui peuvent d'ailleurs être élus Lord Mayor. Ça, c'est une vieille tradition, c'est par rapport aux corporations, aux guildes, mais quand on dit la City, on pense plus aux financiers qu'aux cordonniers. C'est quand même plus ceux qui dirigent le monde aujourd'hui, malheureusement. Mais aujourd'hui, avec elle, avec ce qu'elle a connu, même si la Grande-Bretagne n'est plus ce qu'elle était en 1952, on peut presque dire que c'est la vieille Europe qu'on enterre. C'est une femme qui a connu, dont le premier Premier ministre qui a été sous son service, c'était Churchill, bon, qui avant la Seconde Guerre mondiale avait quand même fait la guerre des Bourses. On était au début du XXe siècle. Enfin, c'est assez vertigineux. Quand elle est arrivée, quand elle a été couronnée, il y avait encore Staline qui était aux affaires au Kremlin. C'était une époque qui nous paraît lointaine, mais qui était quand même en elle. Donc c'est, comme je l'avais justement, vous faites référence à cette publication, c'est plus le temps qui passe qu'on enterre. J'avais noté justement que bon, la doyenne de l'humanité aujourd'hui, qui est une religieuse, hein, n'en déplaise aux anticléricaux, elle est née en 1904. Donc ça veut dire que depuis plusieurs années, plus personne n'a connu le 19e siècle. C'est à la fois naturel, hein, le temps passe, les enfants grandissent, les personnes âgées décèdent, mais c'est quand même, ça fait quelque chose de se dire que maintenant on est pleinement rentré dans le 21e siècle. On a enterré Gorbatchev récemment dans un autre registre, donc c'est le dernier dirigeant de l'URSS. Voilà, maintenant on a une page blanche derrière nous, on récupère les reliquats des drames du XXe siècle dont il faudra se séparer, hein, l'immigration, les idéologies, ce progressisme qu'on a eu. Il faut faire en sorte que ce siècle qui est déjà bien entamé, hein, ça fait même 22 ans maintenant, soit la sortie de tout ça. Et peut-être que le 22e, alors nous ne le verrons pas, sauf si la médecine fait vraiment d'énormes progrès, sera un retour à la normale, sera un retour à la vieille Europe, à ce qu'on a connu. Bon, c'est peut-être utopique, mais on va s'y atteler. Voilà. La reine est morte, l'Europe semble morte, mais contrairement aux êtres humains qui meurent, les civilisations peuvent renaître tel le phénix. Nous verrons bien ce que cela va donner. Nous allons en tout cas tout faire pour. Nous vivons pleinement dans le 20... Ah, Alexandre Simoneau, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, c'est bon. Non, je voulais rajouter que peut-être que le 22e siècle n'existera pas non plus. Hein. Si, d'ailleurs, je le dis souvent, que l'apocalypse arrive beaucoup plus vite qu'on le pense. Oui. Réchauffement climatique, n'est-ce pas? Non, ça, c'est pas... Non. Je plaisante. Non, je crois au retour de notre Seigneur pour un remettre hypothétique. de l'ordre et Bah, affirmer son règne éternel. Espérons-le. Nous sommes pleinement dans le 21e siècle, vous l'aviez dit Yanis Morio, et concernant la reine d'Angleterre, je dirais à peu près la même chose que vous, à savoir que c'est un symbole. Concernant Elisabeth II en elle-même, là je parle pas de sa fonction mais de sa personne, je n'oublie pas que son cousin dirige la franc-maçonnerie de la Grande-Bretagne, je n'oublie pas que les francs-maçons ont publié sur Instagram « Merci la reine d'Angleterre pour vos services rendus quand elle est morte », etc., etc. Cependant, sans rentrer dans la spéculation et dans le complotisme évidemment, mais je peux comprendre en quoi il est important d'avoir un repère dans notre 21e siècle que vous citiez, où tout est embrumé, où tout peut paraître flou et sans repère. Là, au moins, il y avait un symbole, parce que les symboles de la République ne font plus rêver personne depuis bien longtemps. Laissez-moi... Oh, pardon. C'est là qu'on voit la différence qu'il y a entre l'enterrement
d'un ou d'une monarque qui incarne pleinement son peuple, sa nation, sa patrie, et l'enterrement d'un simple président de la République qui n'incarne rien. Triste à dire, mais voilà. Et quand on a vu l'émotion qu'il y avait en France, les Français ne se sont jamais remis, non seulement de la mort de leur roi et de leur reine, mais surtout de leur décapitation monstrueuse, épouvantable. Et on voit que les Français, quand ils disaient vive la reine, quand elle venait, je me souviens des visites de la reine Elisabeth à Paris, les Français disaient vive la reine. Naturellement, les individus ont besoin d'un roi, parce que le roi, la reine, ce sont les lieutenants du Christ. Alors que les présidents de la République, c'est les lieutenants de la franc-maçonnerie. Voilà, encore des propos très complotistes et politiquement incorrects, mais je crois que ça ne choque pas sur ce canal. Pour nous aussi, espérons-le, nous aurons nos sacres, nos mariages royaux et nos funérailles royales. Nous serons revenus à la normale. Quand ça? Et pas à nous ça appartient de dire quand. Effectivement, nous connaissons votre passé, Yanis, dans la branche royaliste. Globalement, oui, effectivement. Donc, pourquoi les Français aussi ont l'air si intéressés par la famille royale? Moi, je pense naïvement que c'est parce que les Français sont aussi en manque de repères. Laissez-moi vous lire la réaction de Thomas Joly concernant la mort d'Élisabeth II. Les funérailles grandioses d'Élisabeth II ont aussi celle de cette monarchie d'apparat, sorte de paravent mité camouflant péniblement un Royaume-Uni colonisé par l'immigration extra-européenne. Charles III fait songer à ces monarques africains que les autorités coloniales laissent en place pour satisfaire les autochtones. Nous sommes bien loin des rois et des reines qui ont forgé l'histoire de l'Europe. Merci à notre président pour cette réaction. Maintenant, l'Iran évidemment qui est au cœur de nombreux débats en ce moment. Je rappelle le contexte, 1979, la révolution islamique, le chiisme à la tête de l'Iran. Depuis cette date, le port du voile est obligatoire pour toutes les femmes en Iran. Grossièrement, il n'y a que 2 pays où le voile est strictement obligatoire, l'Arabie Saoudite, qui est wahhabite, et l'Iran, qui est chiite. Seulement 40 ans sont passés entre la révolution islamique et aujourd'hui, et certaines femmes rejettent fermement le voile et brûlent leur hijab. Qu'en pensez-vous, Yanis? Moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup que les féministes autoproclamées et subventionnées de chez nous les soutiennent. Parce que aujourd'hui, on fait un scandale absolu quand quelqu'un demande, on l'a vu avec Zemmour, demande à une femme de retirer son voile, soit disant que c'est par choix. Alors peut-être qu'il y en a une ou deux, voilà, par choix, peut-être par réaction, parce qu'elle nous déteste. Hein, ça, on n'a jamais su en faire des Français. D'ailleurs, aurait-on dû en faire des Français? Bon, je pense que chacun chez soi, les vaches sont bien gardées. Ça, c'est ce qu'on pourrait dire aux gens qui défendent à tout prix l'assimilation républicaine pour tout le monde. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est français. Bon, pour 1 ou 2 individus, ça marche, mais là, bon, on parle quand même de masse. Mais voilà, je veux dire, l'Iran, alors évidemment, on peut toujours nous rétorquer, oui, mais ce sont leurs cultures. J'ai presque envie de dire non, puisque l'Iran a une très vieille tradition, avant que la religion mahométane vienne par l'Arabie. Ils avaient une très vieille culture depuis plus de 2500 ans, et jusqu'à récemment, donc avant cette révolution islamique, il y avait le Shah. Alors évidemment, on peut nous dire que c'était un suppôt des Américains. Comme on l'a dit tout à l'heure, chacun joue sa partition. Effectivement, à un moment, il s'était rapproché des Américains, qui l'ont lâchement abandonné depuis, mais enfin, ça c'est assez coutumier dans la politique américaine. Il a eu un moment, il s'était même rapproché de l'URSS, pour certains accords qu'il avait passés. Bon, voilà, il jouait sa partition, on va pas lui reprocher, il était chef de l'État de l'Iran, c'est normal, il défendait son intérêt. Mais dans sa politique intérieure, il avait voulu justement effacer tout ce que l'islam, quand même culturellement essentiellement arabe, avait amené dans son pays. Il a voulu, il est même revenu à l'antique calendrier persan, il avait restauré les fêtes du printemps, on pourrait presque, alors ça fera peut-être sourire certains, mais nonobstant sa politique internationale, on pourrait presque dire qu'en politique intérieure, il avait appliqué le programme de Terre et Peuple. Alors, évidemment, c'est un peu tiré par les cheveux,
Mais effectivement, il était revenu à un certain paganisme, néopaganisme mazdéen, à l'Iran antique, et il a voulu, il a fait ce qu'il a pu, mais effectivement, il y avait quand même les ayatollahs derrière, qui étaient les garants de la loi islamique, et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, il y a eu cette histoire de voile, mais il y a eu récemment aussi en Iran une polémique où une loi interdisait la possession d'animaux de compagnie, alors, sous prétexte que c'était une certaine occidentalisation des mœurs, alors que quand on voit l'Iran pré-islamique, il y avait la possession de chiens de compagnie était tout à fait admise. Il y avait des chiens de troupeau dans les montagnes. Ça faisait partie de leur culture. Après, évidemment, ils ont pris les mœurs du Hejaz, la région d'origine de l'islam, qui est quand même une religion qui a toujours voulu imposer les mœurs de son pays d'origine, que ce soit en Iran, que ce soit au Maghreb, même au fin fond de l'Indonésie, bon, c'est un peu moins pris quand même. Il y a quand même cette idée, voilà, c'est une forme d'impérialisme culturel, au-delà de l'aspect purement religieux. Ce que le christianisme n'a jamais fait. Il s'est toujours acclimaté aux mœurs des régions qui étaient évangélisées. C'est pour ça que ça a toujours très bien marché. Mais voilà, bon, l'Iran, c'est une affaire très compliquée. Et là, effectivement, cette clique. Alors, on peut leur trouver des côtés sympathiques en politique internationale parce qu'ils sont pas alignés sur la politique otanienne. Mais bon, si on y va par là, bon, ce serait un peu absurde de défendre les pires régimes en disant oui, mais ils ont dit merde à l'autre. Bah oui, mais ça, voilà. Aucune envie de défendre les ayatollahs. J'ai aucune envie de vivre sous leur joug. Et je souhaite bien du courage à ces dames qui va bien simplement vivre normalement, sans être obligées de se cacher la figure. Et bon, j'aimerais aussi, voilà, comme que les féministes les soutiennent. Alors, il y a Némésis les soutient, mais bon, c'est les seuls qui sont cohérentes dans ce combat. Toutes les féministes de salon qui préfèrent défendre le droit d'avoir des poils sous les bras, bon, bah, j'ai envie de dire chacun son combat, mais il y a deux poids, deux mesures. Merci Yanis pour votre excellente réponse. Je réagirai à certains de vos propos après, mais avant cela, je veux entendre Alexandre Simoneau. Que pensez-vous de ce qui se passe actuellement en Iran ? Oui, je suis d'accord avec Yanis. C'est vrai que les féministes professionnels sont bien silencieux, comme le sont d'ailleurs les autoproclamés écologistes de France, qui soi-disant défendent la nature, mais lorsqu'il y a la fête de l'Aïd, qu'on massacre et égorge des moutons partout, soudainement ils disparaissent. Quand on montre les images des abattoirs halal où on voit ces pauvres bœufs saignés comme des cochons, là aussi, il y a pas les écolos disparaissent. Et dans l'affaire iranienne, évidemment, les femmes n'ont pas à être voilées, elles doivent pouvoir circuler librement. Ce voile, c'est de l'esclavage, tout simplement. Voilà. Mais c'est vrai que les féministes professionnels, ils ont l'outrance, mais ça dépend par rapport à qui. Ils savent très très bien parler quand il faut, mais ils savent très très bien se taire quand ça les arrange. Donc ce sont de manifestes hypocrites. Donc je soutiens bien évidemment ces femmes qui veulent tout simplement pouvoir circuler normalement comme on le fait dans les sociétés civilisées. Merci Alexandre Simoneau pour votre réponse. Oui, Yanis Morio, je voulais réagir sur un petit point. Alors c'est un détail, mais vous savez à quel point j'aime critiquer l'islam. Et le côté impérialisme de l'islam se retrouve principalement dans le sunnisme, puisque dans le chiisme, on obéit à l'imam, parce que l'imam fait office d'autorité religieuse suprême, et donc le chiisme peut varier d'une région à l'autre. Et globalement, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des chiites dans votre entourage, mais régulièrement, les chiites, en France, n'ont pas le voile. Ils n'ont pas le voile, même parfois ils peuvent avoir des piercings, des tatouages, parce que, première chose, ils veulent se distinguer de la majorité, c'est-à-dire le sunnisme, donc ils montrent qu'ils sont différents. Et seconde chose, parce qu'il y avait un de leurs représentants qui disait, si vous vivez dans un pays non musulman, adaptez-vous aux coutumes du pays en question. Je rappelle que le chiisme en France, ça correspond à 3% des musulmans à peine. Donc ce n'est absolument pas représentatif de la racaille qu'il y a chez nous.
Voilà, c'était un petit point de détail. Et c'est pour cela d'ailleurs que je trouvais assez maladroit que certains élus comparent la situation des femmes en France qui effectivement sont complètement impérialistes et veulent imposer le voile partout, ces familles musulmanes qui vivent en France, avec la situation des Iraniennes qui, elles, subissent un régime effectivement totalitaire. Le problème est le même, évidemment, l'imposition d'une religion qui est l'islam pour des individus et qui ne sont plus cohérentes avec ce que l'on souhaiterait. Mais il faut bien distinguer, à mon sens, sunnite et chiite, même si ça reste de l'islam, dans tous les cas. Bon bah écoutez, je vous remercie chers invités, c'était la dernière question, d'avoir répondu à toutes celles-ci. Nous avons brassé l'actualité, je pense, nous avons abordé à peu près tous les sujets, nous avons abordé l'Assemblée nationale, nous avons abordé l'Asie mineure, nous avons abordé l'Iran, et également le christianisme. Je pense que nous avons été relativement exhaustifs dans le traitement de l'actualité. N'oubliez pas, nous passons à la seconde partie, donc ce sont directement vous, les auditeurs, qui pouvez poser vos questions à Alexandre Simoneau et Yanis Morio. N'hésitez pas, ils répondront de bon cœur, j'en suis persuadé. Et loquace. Soyez loquace, effectivement, Yanis Morio a raison. N'hésitez surtout pas à lever la main. Bah, Cassandre, je vois que je vous ai donné la parole directement. Si vous voulez, vous pouvez pas lever la main. Du coup, vu que je vous ai donné la parole, vous pouvez directement couper, mettre le micro pour vous exprimer, car il n'y a pas de question de main levée pour vous. Non, je voulais pas poser de questions. Simplement, je voulais remercier Yanis et Alexandre d'avoir participé à l'émission et puis bien sûr pour leur chaleureux soutien. Alors merci à tous les deux et encore une bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi, et bravo. Bonne soirée, Cassandre. Grand plaisir, fraternellement. Alexandre Simoneau, on me demande en privé, est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles de Jean-Marie Le Pen? Oui, Jean-Marie Le Pen vient de rentrer de son village natal de la Trinité-sur-Mer en Morbihan, où il a passé 2 ou 3 semaines de vacances. Il va bien, il s'apprête à, je crois, fêter, en tout cas, oui, c'est ça, les 50 ans du parti qui s'appelait le Front National, qu'il a cofondé et présidé pendant de nombreuses décennies avant que ça ne devienne la secte actuelle, je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref, non, il va bien, il va bien, et il a une résistance exceptionnelle pour un homme de 94 ans révolu, qui est dans sa 95e année. J'aimerais bien, enfin si j'arrivais à cet âge-là, je pense qu'on aimerait bien tous avoir son dynamisme, sa lucidité, sa mémoire, sa culture, son humour et sa pêche à un âge aussi avancé. Donc non, les dernières nouvelles sont excellentes. Bah merci beaucoup Alexandre Simoneau pour ces nouvelles. Désiré Godin, je voyais que vous leviez la main. Est-ce que je vois que vous l'avez baissé, donc peut-être que vous n'avez plus de questions. Si vous voulez reprendre la parole, n'hésitez pas, je vous la donnerai avec joie, avec plaisir. Je remercie d'ailleurs. Ah bah, Désiré lève la main. Désiré, je vous octroie la parole. Vous pouvez vous appuyer sur le petit bouton bleu pour vous exprimer. Bonjour tout le monde. Bonjour Alexandre. Ça fait plaisir de te revoir. Vous m'entendez? Ah bah, je sais pas quel Alexandre, mais Alexandre, je sais pas si on peut... j'imagine que c'est Alexandre Simoneau, j'imagine. Ah, oui, oui, c'est Alexandre Simoneau. Merci de ton amitié fidèle. Ah bah oui, hein, ça fait un bout de temps quand même. Donc, ma question... sur les réseaux sociaux, alors tu es souvent banni de Facebook. J'ai des nouvelles de toi à chaque fois que tu es mise en prison pendant 30 jours. Ben là, je suis en prison pour toujours. Facebook, Twitter, Instagram, VK, je suis en prison. Bah dis donc, t'as dû taper fort. Désactivé, définitivement. Bon. Ben oui, je suis un peu trop brute de pomme, comme on dit. Bon, écoute, voilà. On fera en parler.
Comment? Tu as ton franc-parler, tu le conserves, hein, voilà. Ah oui, depuis toutes ces années, je le conserve. Ma question, c'est Macron m'a fait hurler de colère ces derniers temps parce qu'ils veulent installer les migrants partout en France. Tu sais que j'ai fait une manifestation anti-migrants à Busancais. Je l'ai organisée et donc ça n'a pas plu à certaines personnes et j'ai été virée de mon boulot pour cette manifestation anti-migrants. On m'a même insulté d'Hitler blonde et de visage de la haine, car je refusais les migrants dans ma campagne. Mais je vois malheureusement que cette invasion migratoire que Macron organise va malheureusement nous détruire et détruire notre civilisation. Qu'est-ce qu'on peut faire pour on a beau réveiller les gens, mais les gens ne se réveillent pas et je vois malheureusement que notre civilisation va s'éteindre au fur et à mesure. Comment peut-on réveiller les gens? Alexandre Simoneau, il faut appuyer sur le bouton bleu. Oui, je me suis permis de vous couper le micro parce qu'il y avait un écho. Oui, coupez le micro. Je vous laisse répondre. Il faut continuer, comme disait saint Paul, il faut continuer à prêcher la vérité à temps et à contre-temps, à agir comme si tout dépendait de nous et à prier comme si tout dépendait de Dieu, car tout dépend de lui. Voilà. Mais Macron n'est pas le premier responsable, il est l'héritier d'une longue succession de présidents crapuleux. Je tiens à rappeler quand même, puisqu'on parlait au début de l'émission de Nicolas Sarkozy, il faut savoir que Nicolas Sarkozy, président de la République entre 2007 et 2012, a fait rentrer plus d'immigrés que Lionel Jospin, qui était Premier ministre, en cohabitation de M. Chirac, entre 1997 et 2002. On n'est jamais trahi par les siens. Il faut savoir que souvent, dans cette affaire migratoire, les présidents de fausse droite ont été pires que les présidents de vraie gauche. Il faut dénoncer cela. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à militer, il faut continuer à participer aux rassemblements, aux manifestations, s'abonner aux bonnes revues, et puis quand on a la chance et la grâce d'avoir des enfants, et ben de bien les instruire, de bien les élever, et puis voilà, ne pas tomber dans la désespérance surtout. Je sais plus quel homme politique qui est très connu disait que la désespérance en politique est une sottise absolue. Est-ce que mes amis pourront est-ce que c'est Churchill ou est-ce que c'est, je sais plus qui disait ça, mais Paul Maurras. Maurras. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Merci beaucoup pour la réponse que l'auditoire vous a posée. La question, que l'auditoire vous a posée. Ah, cher Désiré, je vous apprécie beaucoup, mais c'est une question par personne, n'est-il pas? Et de toute façon, maintenant, nous allons conclure. Après, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui veut poser une question, puisque nous avons déjà atteint les 1h30 d'émission. Merci à tous de nous être fidèles. Sachez que j'ai entendu Maurras par Yanis. Je sais pas ce que vous vouliez dire, Yanis, mais j'ai entendu le mot Maurras. Donc sachez que vous pouvez parler de l'émission autour de vous. Vous pouvez présenter, c'est très important, la rediffusion sur YouTube. Je demandais qui était l'auteur de la citation, c'était Maurras. Ah, pardon, je l'ai entendu en différé. Ah non, Maurras. La désespérance en politique était une sottise absolue, et je savais plus qui c'était, c'était Charles Maurras. D'accord, le Maurras, pas le Maurras, d'accord, Maurras, très bien. Ça porte à confusion. Parler de l'émission autour de vous, c'est très important pour que l'émission puisse continuer à se développer, en rediffusion sur Telegram ce soir, et demain sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous remercie de votre fidélité et à jeudi prochain pour une autre émission à 21h. Prenez soin de vous et merci beaucoup Yanis et Alexandre. Merci. Avec plaisir pour la prochaine.